Je suis heureux d'ailleurs que les Congolais s'intéressent aux affaires du Fonds monétaire, même dans la rue, les petits-enfants. On ne sait pas ce que c'est. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Ils veulent savoir davantage. C'est leur droit. Tout ce que nous voulons, c'est simplement qu'on puisse redonner au pays toutes les chances pour redémarrer normalement, retrouver de la liquidité dans le circuit, parce que le pays a du potentiel énorme. Il faut que tous ces retards que nous constatons, que nous déplorons, ça soit vraiment un lointain souvenir. Le souci, c'est de sortir de cette difficulté en regardant surtout l'avenir. Le passé, c'est bien le rétroviseur, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on avance, en tirant les leçons du passé. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Une bonne partie de cette rétrospective sera essentiellement consacrée à la chronologie des faits des négociations Congo-FMI. En effet, au milieu de l'année 2014, alors que les 6 économies de la CEMAC avaient fortement plombé du fait de la chute brutale des cours mondiaux du baril pétrole, il a fallu absolument prendre des mesures hardies pour faire face à ces économies de bout de chandelle. Pour rétablir la situation économique et financière du Congo, un comité interministériel d'orientation et de mise en œuvre des politiques économiques et financières placé sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement avait été mis en place en février 2017 à l'effet d'élaborer des politiques d'ajustement interne d'ordre budgétaire et monétaire, de proposer des réformes structurelles, d'ouvrir et d'engager des négociations avec le Fonds monétaire international. L'on se rappellera que les discussions entre le gouvernement et les différentes missions des services techniques du Fonds venus à Brazzaville, de même que l'examen de la requête du gouvernement par le conseil d'administration du Fonds plusieurs fois ajourné, auront fait l'objet de beaucoup d'a priori, d'allégations et de fake news. Retour au cœur d'un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis 2014, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale fait face à des chocs de grande ampleur qui ont touché les 6 économies de la sous-région. Une forte baisse des prix de produits de base, notamment du pétrole. 5 États de la CEMAC produisent et exportent l'or noir. Pour s'attaquer à ces déséquilibres régionaux, il convenait de riposter de manière coordonnée. Les dirigeants de la sous-région se devaient d'intensifier leur collaboration pour concevoir et opérer des réformes économiques et de promotion de diversification économique afin de rétablir la stabilité macroéconomique dans chaque pays et dans la région dans son ensemble. C'est dans ce contexte très particulier qu'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC fut convoqué en décembre 2016 à Yaoundé au Cameroun afin d'examiner la situation économique et monétaire de la zone CEMAC et d'adopter des mesures appropriées visant à juguler les effets néfastes du choc pétrolier sur les économies de la sous-région. Les chefs d'État avaient décidé d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le FMI pour mieux structurer les efforts d'ajustement de leurs États, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions d'une relance vertueuse et durable de leurs économies. Pour le cas du Congo, le déclic pour un programme avec l'institution financière internationale est parti de la rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et Mme Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Au nom de l'institution dont elle avait la charge, Christine Lagarde s'était dit disposée à soutenir le Congo dans ses défis macroéconomiques auxquels il était confronté. Je viens de finir une très bonne réunion avec le président. On a pu évoquer la situation macroéconomique générale du pays. Et bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo selon les règles et conditions habituelles de notre engagement vis-à-vis des pays membres que nous soutenons toujours. De là avaient commencé les dures négociations visant à la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international.
Le président de la République a rencontré Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire à New York, en marge des assemblées des Nations Unies. Dans le cadre de cette discussion, la directrice générale du Fonds monétaire a réitéré à son Excellence le président de la République la volonté du Fonds monétaire de soutenir le redressement économique de la République du Congo. Nous avons été envoyés donc par la directrice générale pour discuter des conditions de cette assistance du Fonds monétaire à la République du Congo. Des missions de services techniques du Fonds monétaire se sont succédées les unes aux autres. 7 missions au total ont été effectuées à Brazzaville. Première mission, février-mars 2017, pour évaluer la situation économique et financière. Deuxième mission, juin 2017, relative à la dette envers les traders et la finalisation du cadrage macroéconomique. Troisième mission, septembre-octobre 2017, relative à la délimitation du cadre d'une étude sur la gouvernance. Mission technique du FMI a séjourné à Brazzaville, mais à l'issue de cette première étape de discussion, certains compatriotes n'hésitent pas à parler d'échec. Au stade actuel, Monsieur le Premier ministre, quel éclairage pouvez-vous donner à l'opinion? On a ouvert tous nos livres, on a parlé de la dette du Congo. En réalité, ils avaient soif d'avoir des informations. Ils les ont eues. De mon point de vue, le communiqué le dit, il n'y a pas eu d'échec. Nous sommes au début d'un processus qui va se déclencher par une vraie négociation. Voilà, donc à ce niveau, moi je peux considérer que ceux de nos compatriotes qui pensent qu'il y a eu échec, il faut une mauvaise lecture de la marche des choses. Quatrième mission, décembre 2017, pour le début des négociations du programme, finalisation des entretiens sur la gouvernance et discussion sur un projet de lettre d'intention. Cinquième mission, avril 2018, finalisation des termes du programme. Et en juillet 2018, une première lettre d'intention du Premier ministre est transmise à la directrice générale du FMI. Sixième mission, novembre 2018, pour la mise à jour du cadrage macroéconomique et l'évaluation de la mise en œuvre des repères structurels. Septième et dernière mission, mai 2019, pour la mise à jour du cadrage macroéconomique qui prenait en compte la restructuration de la dette chinoise. Le 25 juin 2019, le Premier ministre Clément Mwamba transmet à la directrice générale du FMI la deuxième lettre d'intention et du mémorandum des politiques économiques et financières réactualisé. 2 semaines plus tard, le 11 juillet 2019, le conseil d'administration du FMI approuve la requête du Congo pour un programme de 3 ans soutenu par la facilité élargie de crédit. Les administrateurs du fonds saluent les récentes mesures d'ajustement prises par le Congo et notent cependant que la situation économique reste difficile en raison de la volatilité des prix mondiaux du pétrole et en appellent à la mise en œuvre constante du programme des réformes et à un renforcement accru de la gestion des finances publiques et de la mobilisation des recettes intérieures, notamment dans le secteur hors pétrole, pour permettre d'accommoder les dépenses de développement. L'accord vient d'être approuvé. Il y a longtemps qu'on attendait cet accord, donc c'est tout à fait une joie pour le gouvernement, bien sûr, la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. L'accord approuvé marquait ainsi l'aboutissement d'âpres négociations initiées 2 ans auparavant. L'approbation du programme acté, le chef du gouvernement a entamé une série de rencontres d'explications auprès de différentes composantes de la société considérées comme des leaders d'opinion. D'abord devant les médias le 18 juillet 2019. Clément Mwamba se prête au feu roulant des questions des journalistes, curieux de savoir le contenu de l'accord avec ses 48 mesures et tous ses effets induits. Je crois que le Congo a bénéficié d'un programme qui me paraît être un très bon programme. D'un montant de 448,6 millions de dollars,
Le programme appuyé par la facilité élargie de crédit vise à aider le Congo à rétablir la stabilité macroéconomique, y compris la viabilité de la dette et à jeter les bases d'une croissance plus élevée et plus inclusive. J'entends dire, mais pourquoi seulement un petit montant comme ça? Oui, parce qu'on va clore bientôt. Il y en a qui se plaignent, mais ce n'est pas gros, ce n'est pas important. On s'attendait à des montants plus élevés. Cette facilité, en temps normal, on vous donne 100%. Nous avons une quote-part. C'est comme la part dans un capital. Le poids du Congo, d'abord tous les pays africains, quand on fixe les quotes-parts, on a des montants très résiduels. Et ça nous amène à cette part. Facilité élargie, le mot élargi, après une série de concertations et d'indicateurs. Ce qu'on a fait dans le passé, comme nous sommes comportés avec le fonds, notre capacité à rembourser le crédit du fonds monétaire qui est à taux zéro, tout ça mixé, ils ont décidé, comme tout banquier, je vous donne telle somme. Et ils ont pris le forfait, 200% de votre quote-part, le double. Voilà le montant. Est-ce que c'est beaucoup? Je dis non, ce n'est pas beaucoup, mais c'est conforme peut-être à la réalité de notre pays. Le gouvernement dont il a la charge se dit totalement engagé à réussir ce programme qui est la condition indispensable au rétablissement des équilibres macroéconomiques, à la restauration de la confiance des partenaires économiques et financiers, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est d'abord le locuteur qu'il a été. Je crois que Clément Mwamba a été puisé dans le vivier des talents économiques de notre pays. Il n'y a pas de doute qu'on puisse ne pas croire à ce qu'il vient de nous dire. Aujourd'hui, nous pouvons penser que le Congo est maintenant ouvert à la communauté économique et financière internationale. C'est un bon point. Maintenant, il reste à ce que la presse continue à jouer son rôle pour ne pas permettre qu'il y ait encore des agapes familiales ou amicales dans ce pays. C'est d'abord un exercice très important, ce que le Premier ministre vient de faire. Au sortir de cette conférence de presse, il y a certaines idées qui sont aujourd'hui claires. D'abord sur les conditionnalités, sur le poids de la dette et sur la mise en exécution de l'accord même. Ce n'est pas une histoire d'être convaincu, mais d'abord de féliciter la transparence qu'il y a eu, parce que ce genre d'exercice, nous ne l'avons pas souvent dans ce pays. Le 25 juillet 2019, le numéro 2 de l'exécutif congolais se retrouve face aux députés de l'Assemblée nationale pour une question d'actualité relative à cet accord. Du haut de cette tribune nationale, le Premier ministre souligne que le programme du Congo vient appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières du pays et donne la priorité à 5 grandes lignes que sont le rétablissement de la viabilité budgétaire et la restructuration de la dette, les réformes structurelles, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement du capital humain et la reconstitution des réserves de change. D'une chambre à une autre, les sénateurs à leur tour accueillent le chef du gouvernement. Expliquer les grandes lignes du programme, il est incontestable que l'appui du FMI dans le cadre d'un vaste programme des réformes économiques et financières sous-régionales pour le rétablissement des équilibres macroéconomiques des pays était devenu un impératif. Clément Mwamba, à l'endroit des sénateurs, dit que le Congo bénéficie de la facilité élargie de crédit qui soutient les programmes économiques des pays confrontés aux difficultés durables de balance de paiement, qui cherchent à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomique tout en favorisant la croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Fin de citation. La majorité présidentielle, à son tour, avait besoin de s'informer. Elle est allée puiser l'information à la source auprès du Premier ministre. Le 1er août 2019, Clément Mwamba se rend au siège du PCT, le Parti congolais du travail Mpila, pour se faire entendre par la coalition au pouvoir. La majorité présidentielle avait sollicité un débat franc et sans tabou. Elle a obtenu, c'était en milieu autorisé, pour lever les équivoques fondés ou infondés, tous ces faits vénéneux
qui entourait cet accord et qui allait, mais vraiment, dans tous les sens. Pour le Premier ministre, l'approbation du programme du Congo est un pas en avant vers le renforcement des bases de l'économie nationale, mais il reste formel. L'accord obtenu n'est pas une panacée. Il ne suppose nullement ni la fin de la crise, ni la fin des sacrifices pour l'État et pour le peuple tant que persisteront les déficits budgétaires et financiers. À l'évidence, cet accord, poursuit-il, est avant tout un catalyseur de confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs, un gage de crédibilité des politiques publiques. Au front de la lutte pour la mise en œuvre du programme en faveur du Congo, tous les ministres sans exception se sont retrouvés au Centre international de conférences de Kintélé pour un séminaire gouvernemental, une sorte d'innovation dans le management de l'action du gouvernement. Comment conduire les différentes mesures contenues dans cet accord dans le strict respect du chronogramme? Le sujet a donc appelé à un renforcement de capacité, question de permettre à l'ensemble des membres du gouvernement d'avoir le même niveau de compréhension et de cerner les modalités de sa mise en œuvre. Une véritable innovation parce que de mémoire de membres du gouvernement et même mes prédécesseurs, tout le monde a loué l'innovation en question. Et tout le monde a souhaité que ça se poursuive parce qu'il s'agit pour le gouvernement de s'approprier les événements et d'avoir les mêmes éléments de langage. Nous sommes face à une grande responsabilité, celle de tenir cet accord et de le réussir, a rappelé le chef du gouvernement à l'ensemble de ses ministres. Les 48 mesures, c'est pour le programme. Le programme, il dure 3 ans, attention. Ça veut dire que d'ici décembre, il y a une partie de ces 48 qui seront choisis par la direction de la mission pour voir quels sont les critères de performance à imposer au Congo et puis est-ce que le Congo a pu satisfaire ces critères de performance. Il ne s'agit pas en l'espace d'ici à 3 mois, on va dire, décembre, d'avoir accompli 48 mesures, c'est impossible. Fin octobre, une mission du FMI conduite par Alex Segura séjourne à Brazzaville dans le cadre du suivi de l'accord et rencontre le chef du gouvernement avec qui il discute du travail effectué durant toute la mission et du constat fait sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence à constater le retour de la croissance hors pétrole. C'est vrai, elle reste relativement faible, mais après 3 ans de récession, voire le début de la croissance, c'est positif. Nous avons conseillé aux autorités de poursuivre les réformes, surtout celles qui concernent le paiement de la dette intérieure, qui va redynamiser le secteur privé, et aussi les mesures structurelles qui pourraient attirer l'investissement. La mission d'octobre était censée précéder la revue prévue en fin décembre, mais qui n'a plus eu lieu, l'institution financière ayant jugé utile de laisser plus de temps aux autorités congolaises pour honorer les engagements pris en juillet dernier. Le Congo a connu des moments sombres de son histoire politique, victime des conflits armés aux conséquences désastreuses. Tirant les leçons de ces épisodes malheureux, il a été coché au sein de la Constitution congolaise une disposition qui appelle au dialogue, le dialogue permanent avec l'institution d'un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus. Le 9 juillet 2019, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé la cérémonie de lancement officiel des activités du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue, présidé par l'un des derniers Mohicans de l'histoire politique du Congo, Maître Martin Bély. Institué par les articles 227, 228 et 229 de la Constitution, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Le lancement officiel des activités du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue promeut une dimension préventive contre toutes les formes
de conflits de nature à mettre en cause l'unité, la paix et le développement. Votre présence ici, aujourd'hui, notamment celle du Premier ministre et celle de tout ce qui représente la communauté internationale, marque un tournant décisif pour notre pays en faveur de la paix et de l'unité nationale. Selon le Premier ministre, le Conseil national du dialogue a une portée politique indéniable en ce qu'il marque un tournant décisif dans notre capacité à intégrer le dialogue comme une exigence de salut politique et patriotique. Désormais, ce dialogue que nous devons promouvoir a une grande dimension préventive contre toute forme de dérive de nature à saper l'unité, la paix et le développement de notre pays qui en a tant besoin aujourd'hui, demain et après-demain. Dans cet élan d'apaisement, le gouvernement a mis à profit le dialogue pour régler définitivement le problème qui l'opposait aux usagers de la route nationale numéro 1 relatif aux frais de péage et de pesage jugés trop coûteux. La question avait suscité une vive polémique parce que contestée de façon ouverte par les usagers de la route. Clément Mwamba reçoit les opérateurs économiques et les responsables du Collège intersyndical des transporteurs en commun du Congo pour arrondir les angles. Le péage, c'est une bonne chose. Sur le principe, il n'y a aucun problème. Mais si nous sommes venus voir le Premier ministre ce matin, c'est juste pour lui signifier que les coûts qui sont appliqués sur ce péage n'arrangent pas tous les usagers en général et les transporteurs en particulier. Le gouvernement prend acte des doléances, examine cette question économique et sociale en Conseil des ministres et revoit ses tarifs à la baisse. Aussitôt l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, le Premier ministre effectue une descente sur le terrain sur la route nationale numéro 1 pour se rendre compte de la manière dont cette route est gérée. Nous avons constaté qu'il y avait des endroits où il y a des fissures importantes, quelquefois liées à la nature, liées aussi au comportement des utilisateurs de la route. La LCR, nous l'avons noté tout le long, surtout dans le Mayombe, que l'entretien se fait. Je crois que c'est donc une bonne décision que nous avons eu à prendre. Ce que j'ai noté surtout dans le Mayombe, c'est le nombre d'épaves de véhicules en panne. J'en ai compté peut-être une quinzaine. Je crois que c'est tout à fait intolérable. Je lance un appel à tout cela. Dans un délai très raccourci, je ne donne pas le jour, mais j'espère que dans les meilleurs délais possibles, il faut absolument que ces épaves soient dégagées. L'électrification des communautés rurales fait partie du programme du gouvernement. Tout le monde est unanime pour reconnaître que l'électricité est un important levier de développement. Après la connexion des localités de Mayeye et de Sibiti au réseau hydroélectrique du barrage de Mukukulu, le Premier ministre a procédé en juin 2019 à la mise en service de la ligne électrique Olombo-Abala connectée au réseau hydroélectrique du barrage d'Imboulou à la grande satisfaction des populations de ces localités. Abala, c'est à Lembe. Donc aujourd'hui, en même temps que les populations d'Abala sont en train de fêter l'événement, celle d'Alembe aussi également le fera parce que d'ici là, Alembe sera aussi également connecté dans les 3 mois qui suivent. Donc c'est une satisfaction générale pour toutes les 2 localités. On ne peut rien sans l'électricité. Pour développer, il y a un certain nombre de facteurs essentiels, parmi lesquels l'électricité, la route. Ça permet de changer la vie. En 2019, les eaux du fleuve Congo et du fleuve Ubangui dans la partie septentrionale du pays sont sorties de leur lit à cause des pluies diluviennes enregistrées à partir du mois d'octobre
créant ainsi des grandes inondations comme on ne l'avait jamais vu depuis des décennies. Des données, du moins provisoires, collectées par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire indiquaient au 4 décembre 2019 qu'environ 150 000 personnes situées dans les localités les plus impactées étaient en état de détresse. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire tout en sollicitant l'aide humanitaire internationale. Le 4 décembre 2019, le Premier ministre a conduit une délégation gouvernementale avec les agences du système des Nations Unies à Mosaka pour mesurer l'ampleur du mal et apporter réconfort et assistance aux populations sinistrées. Nous sommes en effet à Mosaka, mais avant d'arriver à Mosaka, nous avons survolé Makotipoko, qui est totalement noyé, mais noyé. Donc toutes les maisons sont inondées. À Mosaka, venez de voir le spectacle. Ce que nous constatons, que c'est un vrai drame qui se produit ici. Il y a la compassion bien sûr, mais en même temps, l'engagement qui est celui du gouvernement de ne pas croiser les bras et prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir les populations sinistrées. Le gouvernement à pied d'œuvre pour soulager les peines qu'endurent ces populations durement affectées a récemment affrété un bateau de plus de 200 tonnes composé de vivres et de non-vivres, des médicaments, des intrants de pêche, des matériaux de construction, la liste n'étant pas exhaustive. Il y a là 6 équipes qui vont s'arrêter à Mosaka, à Liranga, à Makotipoko, pour le tour des axes jusqu'à Betou, tout le long du fleuve. Présent au Congo depuis 1969, la société pétrolière Total EP Congo, qui exerce ses activités en mer et sur terre, a fêté cette année son 50e anniversaire. Pour célébrer ses 50 ans d'activité et de partenariat avec le gouvernement du Congo, le président de la République a été représenté par le chef du gouvernement Clément Mwamba. 50 ans d'histoire, 50 ans d'investissement de Total avec aujourd'hui une production de 200 000 barils jour. D'un anniversaire à un autre, le port autonome de Pointe-Noire a également soufflé cette année sur ses 80 bougies. 1939-2019, il y a 80 ans qu'avait été créé le port autonome de Pointe-Noire, maillon essentiel de l'économie nationale, grâce à l'ensemble des investissements réalisés, notamment la mise en concession du terminal à conteneurs. Le port de Pointe-Noire est actuellement l'une des meilleures plateformes de la côte ouest du continent africain. À l'étranger, le chef du gouvernement est allé porter la voix du Congo au nom du président de la République, donc la diplomatie est un domaine exclusivement réservé. Le chef du gouvernement s'est rendu à Paris, en France, participer à la 8e conférence mondiale de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Puis, il s'est rendu à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'exigence de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives a donné lieu à la création de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à laquelle le Congo a adhéré depuis 2004. Initiative d'envergure mondiale, l'ITIE est un processus international qui demande au gouvernement des pays producteurs du pétrole, du gaz et des mines de publier dans des rapports indépendants toutes les recettes de l'État et les paiements des compagnies générées par l'exploitation pétrolière, gazière et minière afin d'accroître la transparence des revenus en mettant à la disposition du public, de la société civile et de la communauté internationale le récapitulatif des versements effectués afin que l'opacité et la corruption souvent décriées au sein de ces trois secteurs soient réduites. La 8e conférence mondiale tenue à Paris en juin 2019 était l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement,
les activistes de la société civile et les chefs d'entreprise de ces trois secteurs de discuter des meilleures pratiques de transparence et de gouvernance de ces ressources naturelles. 52 pays membres y participaient, le Congo y compris, représenté au plus haut niveau par le chef du gouvernement. Le Premier ministre a saisi cette fenêtre d'opportunité pour présenter à la face du monde l'expérience congolaise de mise en œuvre de l'ITIE. Firstly, EITI is very pleased. L'ITIE est très heureuse de la présence du Premier ministre et de cette délégation de très haut niveau. Le deuxième point le plus brûlant, c'est que la République du Congo devra se soumettre au deuxième exercice de validation à la fin de cette année. Et donc nous avons discuté de certaines questions qui doivent encore être analysées dans le cadre de la préparation de ce processus. Hier, le ministre a annoncé également qu'il y aurait un audit du coût des recettes pétrolières pour les entreprises extractives dans le pays, ce qui est une excellente chose. Nous savons également que le Congo a un code de la transparence qui respecte la plupart des normes de l'ITIE. Donc ce sont autant de bonnes mesures qui nous font espérer que le Congo satisfera à cet exercice de validation. Au cœur de la ville de New York, qui accueille plus de 50 millions de visiteurs chaque année, s'est tenue en septembre 2019 la 74e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies axée sur le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre les changements climatiques et la pauvreté sur le développement. Invité par la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Denis Sassou Nguesso, pour des raisons de calendrier, s'est fait représenter par le Premier ministre chef du gouvernement. Clément Mwamba est allé porter la voix du Congo à cette tribune mondiale autour des thématiques liées au développement durable, au changement climatique et aux défis du monde, avant de participer à la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement, la réunion des grands du monde, la seule à laquelle participent les chefs d'État et de gouvernement. À l'ouverture du débat général, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale, Mohamed Bandé, ont plaidé auprès des dirigeants du monde pour un esprit de coopération pour le bien commun. Nous sommes ici pour servir, pour faire progresser le bien commun, tout en défendant notre humanité et nos valeurs communes. En cette période de division, nous devons renoncer avec cet esprit qui avait uni les fondateurs de notre organisation. Fin de citation. New York incarne depuis 2001 les vicissitudes du monde contemporain. En effet, l'histoire contemporaine de la ville a été marquée par les attentats du 11 septembre 2001. 2 avions de ligne détournés par des terroristes membres d'Al-Qaïda percutent les tours jumelles du World Trade Center et les détruisent. La destruction des tours jumelles reste un épisode traumatisant pour les habitants de la ville. Clément Mwamba est allé visiter ces lieux de mémoire. Un nouveau building a été construit à quelques mètres de ce mémorial et du musée consacré aux victimes des attaques terroristes. En ces lieux, les survivants, les familles des victimes et le gouvernement ont voulu tous honorer la mémoire des disparus. Nous venons aussi constater tous les progrès qui ont pu être accomplis. La mémoire, c'est une chose, c'est bien noté, mais en même temps, de voir que les autorités des États-Unis ont construit sur place un mémorial extrêmement impressionnant qui nous rappelle tout ce qui s'est passé et surtout ils projettent l'avenir. Ils nous ont dit ce que nous venons de voir est un acquis important, mais en même temps, il y a l'option d'encore améliorer cet endroit pour qu'on sache que lorsqu'on a connu un choc dans la vie, on peut toujours reprendre du souffle et redécoller dans les meilleures conditions. Et ce qu'ils ont fait. Donc, il y a à la fois la mémoire et la bonne perspective qu'on doit avoir de l'avenir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonsoir et à très bientôt.